Bonjour à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube, podcast, je ne sais pas, dépendamment de où est-ce que tu m'écoutes. Le sujet de la vidéo, si tu ne le sais pas déjà, c'est les difficultés d'un créateur de contenu quand il se lance. En fait, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Moi, ça fait 6 mois en gros que je me suis lancée. Bon, déjà, ça se voit pas du tout parce qu'en fait, ça fait 6 mois que j'ai commencé dans ma tête à réfléchir, etc. Après, niveau contenu réellement posté, on est assez loin des prévisions initiales qui étaient que je voulais sortir un épisode de podcast par semaine, une vidéo YouTube par semaine, je poste des TikTok et des Insta tous les jours, etc. Bon, bref. Ça, c'était le plan initial. T'imagines bien que c'est pas du tout le cas. Parce que j'imaginais pas aussi tous les problèmes, tous les trucs techniques un peu nuls là, tout ce qui allait se passer dans ma tête. En fait, j'ai l'impression qu'on nous vend beaucoup de rêves autour de être créateur de contenu. Et on nous dit pas forcément ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que c'est un peu la bonne réponse à tout. T'as envie de vendre un produit, créer du contenu. T'as envie d'être indépendant, créer du contenu. T'as envie d'être une référence dans tel ou tel domaine, créer du contenu. Je dis pas que c'est mal de commencer et de se lancer parce que de toute manière c'est ce que je fais. C'est très bien. Mais j'en ai un peu marre qu'on nous vende ce rêve sans nous dire ce qu'il y a vraiment derrière. Donc aujourd'hui, c'est un peu le but de la vidéo, c'est d'expliquer un peu ce que j'ai vécu pendant ces 6 mois, mes problématiques qui sont aussi vécues par mes collègues dans mon entourage. Et puis faire le point à la fin sur mes conseils du peu que j'ai appris pour l'instant. Enfin, j'ai quand même beaucoup progressé, beaucoup évolué. Mais j'ai bien conscience que j'en suis qu'au début, donc voilà, mon but c'est peut-être, si toi tu veux te lancer, ou si toi aussi ça fait un certain temps que tu as commencé mais que tu as du mal à t'organiser, tu as du mal à plein de trucs, ça va te faire du bien d'entendre ce que j'ai à dire, savoir que tu n'es pas seule. Et puis bon, il paraît que je fais de très bons conseils, même si je suis pas trop mes conseils moi-même. Reste bien jusqu'au bout, parce qu'à la fin je t'ai donné tous mes conseils pratiques, et franchement, il y a beaucoup de valeur. Il y a une multitude de difficultés quand tu te lances, quand tu veux créer du contenu, etc. Mais la première difficulté, c'est se connaître. Mais vraiment, se connaître. C'est-à-dire que tu peux regarder 1000 vidéos Insta, 1000 vidéos YouTube qui te diront mais vas-y, commence, nanana, the dream is on the way. Mais si tu ne sais pas ce que tu veux faire, si tu ne sais pas ce que tu veux représenter, si tu ne sais pas ce qui te passionne, en fait, si tu n'as rien qui te passionne, mais comment est-ce que tu peux même commencer à partager ta plus-value, à partager quoi que ce soit? Je trouve qu'il y a un problème autour de tout ce qui est contenu ultra motivationnel, etc. Parce qu'en fait, tu passes ta vie à les regarder comme ça en boucle, mais toi, tu fais quand même rien. On te donne 1000 conseils qui sont assez génériques et tu sauvegardes pour plus tard. Tu te dis. En fait, ton esprit se dilue parce que ton espace mental est occupé par ce contenu que tu ingurgites et en attendant, il n'y a rien qui se passe. Parce que t'as pas pris ce temps pour réfléchir à toi, à ce que tu voulais vraiment faire. C'est bien de s'inspirer, mais à partir d'un certain moment, il faut aussi couper tout ça et se poser les bonnes questions. C'est pas que des questions sur toi, sur qui tu es, c'est aussi où est-ce que tu as envie de publier, avec quel format, quel type de vidéo. Il y a une espèce d'arborescence de questions qui est sans fin. Et moi, quand j'ai commencé ce genre de questionnement il y a 6 mois, ça allait très loin parce que je me sentais en vérité assez vide. En fait, je savais que j'avais des talents, que j'avais des facilités, mais elles ne me passionnaient pas tant que ça. J'avais du mal à avoir un drive qui faisait que je me levais tous les matins. J'avais du mal à me dire que j'avais ce truc en plus à partager au monde et où j'aiderais vraiment les gens. J'ai commencé une introspection qui était tellement profonde et tellement infinie et qui n'est même pas finie en fait, que tous les jours je me remets en question, tous les jours je doute, etc. Et en fait, où s'arrête l'introspection? Au bout d'un moment, c'est important d'en faire pour savoir ce que tu as envie d'apporter à ce monde, mais c'est aussi important de mettre un frein pour se dire ok, maintenant je passe à l'action. Et en fait, c'est ça qui est compliqué. Le juste milieu entre se poser des questions, mais quand même passer à l'action.
J'avais plein de raisonnements dans ma tête qui me faisaient me dire mais c'est pas le bon moment. Je me disais tu n'as pas de setup, tu n'as pas de décor, tu n'as pas de format, tu n'as pas de script. En fait, tout était une bonne excuse pour que je ne publie pas. Ce qui est très dur, c'est aussi choisir le premier truc que tu publies. Mais il faut bien comprendre que pas grand monde verra le premier post que tu publies dans tous les cas. Je pense qu'on a tous un peu ce truc d'ego où on se dit que le jour où on se lancera, ce sera tout de suite, ça marchera. Mais en fait, excusez-moi, hein, mais vous êtes comme tout le monde. Tout le monde galère au début, c'est normal. Je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on a tendance à attendre toujours. À la fois, il y a une peur de l'échec qu'on ne s'avoue pas, et à la fois, il y a ce truc un peu d'ego où on se dit qu'on a le temps parce que de toute façon ça réussira très vite, ça marchera très vite. En fait c'est fou parce qu'il y a tellement de conseils qu'on m'a donnés dès le début. Aujourd'hui je les vis, enfin je le sais et c'est des conseils que je donne aux gens et pourtant au début j'ai été butée. On m'a dit 1000 fois publie régulièrement. Même si tu n'aimes pas le résultat, même si tu ne sais pas ce que tu fais, publie, publie, publie. Je ne l'ai pas fait parce que moi je voulais le truc parfait, je voulais les résultats parfaits. Tu doutes tellement et tu changes tellement d'avis en cours de chemin que passer 4 mois sur une stratégie de contenu sans publier, passer 4 mois à préparer ta première vidéo parfaite où tu dis que ce sera un banger, que directement ça va marcher, c'est une perte de temps. Parce que quand tu te confrontes à la réalité, il y a des trucs que tu pensais que t'aimerais, mais en fait t'aimes pas faire. En fait c'est super important de se confronter à la réalité du marché, se lancer. Point. Pendant ce cheminement, il y a un moment où je me suis posé aussi la question, quelle est ma finalité? Parce que moi j'avais du mal à publier parce que je ne voyais pas de sens derrière. Même si je parlais de trucs que j'aimais un peu, ça me donnait pas envie de continuer à publier tous les jours. J'avais pas cette niaque ou cette hargne. Je me priorisais pas ça. Aussi parce que je ne savais pas pourquoi je faisais ça. Mais vraiment pourquoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fera que je pourrais gagner ma vie avec ça? À titre personnel, en fait, je ne voulais pas être catégorisée comme créatrice de contenu. Je ne voulais pas être catégorisée comme TikTokeuse, Instagrammeuse. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant des mois, j'ai mis toute mon énergie, enfin, j'exagère, pendant un mois, j'ai mis toute mon énergie dans les TikTok et les Insta. J'ai publié tous les jours et je me disais, mais ça va me prendre tellement de temps. J'aime pas trop ça. C'est pas moi. En plus, en vérité, je suis quelqu'un de très privé de base. Hein. Vraiment, j'ai 9 publications sur mon Instagram privé. Et donc, j'ai eu des questionnements existentiels comme ça. En plus de ça, je publie des trucs et je ne sais pas pourquoi. Parce que j'ai pas envie de gagner de l'argent avec ça. Et je me suis dit, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que t'es? Enfin, qu'est-ce que tu fais? À quoi est-ce que t'as mis toute ton énergie et tout ton temps depuis des mois? C'est important peut-être dès le début pour gagner du temps de se poser la question de la finalité, etc. D'un point de vue égoïste, par exemple, faire des vidéos comme j'ai pu faire sur Monet, ça me permet d'apprendre en chemin. Pour moi, ça a été hyper important de produire un contenu qui faisait que j'apprenais et que je grandissais moi-même à travers cette chaîne, à travers ces vidéos. Donc déjà, sans parler d'aspect monétaire, survie, etc., j'avais un but égoïste qui était que je veux que mon contenu me serve à me développer moi-même. Ça, c'est un pan. Le deuxième pan, j'en avais conscience, c'est qu'il fallait in fine que je gagne de l'argent avec. Je me suis dit, en fait, j'aimerais être artiste. Bon, là, j'ai pas de produit pour l'instant, mais je me suis dit que je préférais voir la création de contenu comme un moyen et plus comme la finalité elle-même. Et puis du coup, une fois que j'avais fait ma réflexion sur ma personnalité, moi, ce que j'aime, etc., une fois que j'avais fait ma réflexion sur quelle est la finalité de ce que je fais, il y a eu aussi cette réflexion sur les plateformes, sur ma direction artistique en fait, et comment je catégorise mon contenu, où est-ce que je publie quoi, qui est toujours en cours aujourd'hui. J'ai du contenu court, TikTok, Instagram, ma chaîne YouTube, un podcast que j'ai pas vraiment nourri, et j'avais même une newsletter. Ce qui s'est passé entre ces formats-là, j'ai commencé à fond sur TikTok, Instagram. Après, on m'a beaucoup dit oui, tu devrais lancer une newsletter, t'aimes bien écrire. Au final, pour l'instant, ça me fait un peu chier. De toute façon, il n'y a personne qui s'est abonné, donc c'est vraiment passé en second plan. Mon vrai média au début, c'était le podcast. De base, je voulais être 100% podcasteuse.
Il s'est avéré que j'ai mis ça de côté au fur et à mesure parce qu'en fait j'ai trouvé un amour pour YouTube et je me suis dit j'ai envie que YouTube soit ma plateforme principale. Et cette semaine j'ai re-eu ces questionnements. Peut-être que je vais séparer un peu mon contenu par plateforme parce que c'est pas les mêmes audiences et parce que j'ai des envies différentes. C'est-à-dire que le podcast, comme là c'est un épisode de podcast mais je le mets sur YouTube quand même, c'est beaucoup plus spontané parce que j'avais besoin d'avoir ce truc spontané. YouTube de manière générale, je me suis dit que ce serait plus des concepts, des vidéos pour moi, mais utiles et travaillées avec des bons montages. Et le contenu short, c'est le contenu short. Bref. Donc voilà, c'est encore des trucs qui sont en réflexion. Tous ces questionnements, c'est non-stop. En tout cas, pour ma part, c'est non-stop. À partir du moment où t'as pas encore trouvé une stratégie qui te plaît, une identité qui te plaît, et que ça n'a pas marché, ces questionnements, c'est infini. Et je pense que en vrai, même quand ça marche, je pense que c'est des questions qui restent. Au moment où tu te lances, ce qui est compliqué, c'est aussi le regard des autres, le regard de ton entourage. Comment est-ce que tu expliques ce que tu fais? La peur aussi que soit des amis découvrent ton contenu dont t'es pas forcément fier, soit des personnes du lycée, de je sais pas quoi. Enfin, en fait, tu commences à te faire des scénarios dans ta tête tellement tirés par les cheveux. En vrai de vrai, on s'en fiche. C'est pas juste que ça demande du travail, c'est vraiment que ça demande du courage de s'exposer. Et de s'exposer certes à des inconnus, c'est toujours ce qu'on va penser en premier lieu, mais pour moi, le plus difficile, ça a été d'assumer, de m'assumer auprès de mes proches, plus qu'auprès d'inconnus. En fait, pour surmonter ces débuts qui sont compliqués, le fait que tout le monde te voit débuter, que tout le monde peut émettre un avis sur toi, pour surmonter cette peur un peu du regard des autres, il faut avoir la certitude et la confiance en toi nécessaire pour te dire que tu vas réussir. Il faut se sentir capable. Et la réalité, c'est que oui, tu es capable. Si tu es prêt à mettre du temps, des efforts, si tu es prêt à apprendre, si tu es prêt à progresser et à itérer, logiquement, tu es censé réussir. Et donc voilà, je pense que aussi beaucoup s'arrêtent parce que on peut vite être fébrile face aux doutes de tout le monde qui nous entoure. Est-ce qu'ils existent vraiment? Quand on voit un peu le mal partout, quand on a l'impression que tout le monde nous juge, etc., c'est peut-être aussi qu'on a un manque de confiance en nous et un manque de confiance dans notre capacité à réussir. Et je pense que ça se travaille en se confrontant à la réalité, donc à continuer malgré tout, à continuer quand on est fatigué, à continuer quand on est triste, à continuer quand on est en colère. Mais je sais que c'est pas facile parce que je suis la première à me trouver 1000 excuses. Et donc pour continuer sur cette problématique de doute, il y a moi ce que j'appelle ce que ton public veut vs ce que toi tu veux. Une fois que tu as un peu publié, que ça fait plusieurs mois peut-être, que tu es dans plusieurs semaines, j'ai eu beaucoup de questionnements du type est-ce que tu fais quelque chose qui marche ou est-ce que tu fais quelque chose qui te plaît? En fait, quand tu analyses un peu ce qui se fait, tu te rends compte que les gens, à moins qu'ils aient une communauté, ils se sont nichés. Ils ont un type de vidéo, ou peut-être deux, trois, mais pas plus. Ils parlent vraiment d'un sujet particulier et ils répètent jusqu'à ce que ça marche. Et la conclusion que j'en avais tirée, c'est qu'il fallait que je me cantonne au fait que je suis une artiste. Et en fait, ça me plaît pas. J'ai très envie de parler de progression personnelle. J'aimerais pouvoir publier par exemple du contenu cuisine parce que j'ai une passion pour la cuisine qui est immense. Ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que ça va faire chier les gens. J'ai beaucoup d'hommes qui se sont abonnés à moi sur Instagram suite à mes vidéos sur Monnaie et j'ai eu une remise en question et j'ai eu des peurs aussi où je me suis dit mais si je commence par exemple à faire des vidéos un peu plus comment je m'habille, etc. ça n'intéressera pas du tout ce public. En fait, j'avais vraiment des doutes dus au fait que du coup j'avais plusieurs catégories de contenu qui honnêtement sont assez différentes. C'est-à-dire que si tu as quelqu'un qui s'abonne à moi avec un type de vidéo, les autres types de vidéos, est-ce que ça va le faire chier? Est-ce que ça va l'intéresser? Et j'ai eu ces mêmes doutes par rapport aux stories. En fait, j'ai du mal à me dire qu'il y a des gens qui peuvent me suivre et m'écouter comme moi je peux suivre et écouter d'autres personnes. J'ai du mal à me dire que c'est possible pour moi d'avoir une communauté. C'est tellement lunaire. Pourquoi est-ce que j'irais publier en story ce que je fais de ma journée, etc. J'ai l'impression de faire perdre du temps aux gens.
Et j'ai l'impression que de toute façon, personne ne regarde ça ou personne n'écoute vraiment. Même ceux qui regardent, je me dis, est-ce qu'ils savent qui je suis? C'est bizarre parce qu'ils sont abonnés, hein, mais je me dis, mais est-ce qu'ils savent qui je suis? Comment amener mon contenu pour que ce soit cohérent sans que je me censure et sans que je perde totalement le public qui s'est abonné à moi. Honnêtement, j'ai pas trouvé encore de réponse. Il y a des personnes qui arrivent à avoir une cohérence juste parce qu'ils commencent toujours leurs vidéos de la même façon ou parce qu'en fait ils ont créé un univers de couleurs, enfin voilà. En fait, il y a plein de moyens de créer une cohérence. Mais il faut publier, il faut produire pour arriver à la construire. Et là, du coup, j'en arrive à mon 4e point. Enfin, je crois que c'est le 4e. C'est tellement difficile de s'organiser. C'est ma bête noire. C'est vraiment ma bête noire. J'ai passé tellement de temps à nettoyer mon Notion, à organiser mes idées, à faire des plannings éditoriaux. Mais en fait, là, c'est pareil. Je crois que c'est juste en faisant, en étant perdu, en galérant, que tu vas apprendre à connaître ton fonctionnement, même au niveau de l'organisation. À chaque fois, j'ai des objectifs que je n'atteins pas et c'est très dur moralement. Je suis très souvent déçue de moi et pourtant j'ai l'impression de passer énormément de temps à travailler. Mais parce que ce temps de travail, c'est aussi beaucoup de temps à savoir comment faire les choses, avec quel timing, etc. J'ai l'impression que tu es obligé de passer par ça, par ces projections et ces déceptions et aussi essayer d'être indulgent avec toi-même pour trouver ce qui fonctionne pour toi. Je pense qu'on n'a pas tous le même fonctionnement. Tu dois apprendre à connaître tes niveaux d'énergie, à aussi apprendre quelles sont les contraintes de tout ça, c'est-à-dire la lumière c'est une grosse contrainte et moi je me rends compte que il faudrait que je tourne, que je fasse mes tournages le matin, là où j'ai de l'énergie et là où j'ai de la bonne lumière, mais en fait ça dépend de comment tu es aussi. Il y a cette dualité spontanéité ou alors est-ce que tu prépares ton contenu, est-ce que tu scriptes, mais du coup si c'est spontané, tu ne seras pas prêt à filmer tous les jours ou tu ne seras pas au top de ta forme tous les jours. C'est aussi super dur de trouver une organisation qui fonctionne, qui est réaliste et qui te permet d'être dans la production. Et malheureusement, aujourd'hui, on demande même de la surproduction. On te demande pour réussir, mais d'être présent absolument tous les jours. Et t'as pas le droit à une pause parce que sinon, quand tu es créateur de contenu, tu grandis avec ton contenu. En apprenant du coup à te connaître, enfin voilà, blablabla, mais aussi à connaître comment tu t'organises. C'est un métier d'entrepreneur. Tu as des comptes à rendre à personne d'autre qu'à toi-même. Tu dois te fixer tes propres deadlines. Ça, c'est assez déstabilisant parce que tu te dis, mais qu'est-ce qui fait que je posterai lundi? Pourquoi pas dimanche? Pourquoi pas non, 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 non. Et très vite, tu peux te trouver des excuses pour toujours repousser ta deadline en disant mais c'est pas grave si j'ai pas eu le temps, blablabla. Aussi, c'est assez difficile d'estimer le temps que te prendra chaque tâche. Moi, au début, mais je me faisais des listes dans la journée tellement grandes. Déjà, une tâche, ça me prenait 4 heures pour un truc où je pensais que ça me prendrait 20 minutes. Ça, c'est pareil, tu apprends en faisant. Avec tout ce que j'ai déjà cité, je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre de doutes qui te passent à travers la tête dans toute une journée. Moi, je trouve que c'est super dur, en tout cas pour ma part, d'aller au bout de mes idées. De base, je suis pas quelqu'un de très discipliné et je suis pas quelqu'un de routinière. Alors déjà, j'ai fait un énorme travail sur moi-même à ce niveau-là. Entre le moment où j'ai mes idées, le moment où je me mets vraiment à filmer et la deadline que je m'étais mise hypothétiquement, etc. En fait, j'ai déjà remis tout en question 5 fois. Il faudrait que dès que j'ai une idée, je la réalise et basta, tac, tac, tac. Au niveau de l'organisation, c'est un cauchemar. Si je repose que sur la spontanéité, c'est super dur d'avoir une vision. En fait, il faut juste assez de cadre pour te permettre d'avoir une vision et pour te permettre de pouvoir avancer même dans les mauvais jours. Et pourtant, la spontanéité, c'est hyper important pour faire du contenu qui résonne avec toi au moment où tu le fais. Et voilà, c'est ça la réalité. J'ai eu aussi 15 000 idées qui n'ont juste pas vu le jour. Et donc, ça a été beaucoup de temps passé dessus qui est entre guillemets perdu. En soi, il n'est pas perdu parce que j'ai appris en fait grâce à ça. Une autre difficulté qui s'apparente aussi à l'organisation, c'est barrière vie perso, vie pro. Ça, c'est pas un secret, hein. Plusieurs en ont parlé. À partir du moment
où tu te lances vraiment dans la création de contenu, ça devient un peu ta vie. Les idées vont devenir à des moments super random. Moi, il y a eu plein de moments où soudainement, je me suis dit, mais attends, mais ce que je fais, c'est bien ça, c'est bien pour un rush. Hop, je me filme à 23 h en train de... Enfin, alors que je suis censée être en break, ou alors je vais regarder un film et en fait, ça va me donner une idée, du coup, je vais sortir mon ordi et je vais commencer à noter, etc. À l'inverse, au début, pendant les premiers mois, en fait, j'ai été quelqu'un qui a mis beaucoup d'importance sur ma vie perso. Et au début, j'avais extrêmement de mal à dire non, à voir ma création du coup de contenu comme du travail, même si c'était en semaine, hein. J'avais du mal à dire non, je ne peux pas parce que je travaille. Parce que pour moi, ce n'était pas du travail. Je me disais, je ne peux pas dire non à des sorties avec des amis parce que c'est des souvenirs, c'est des moments importants que je vais regretter de ne pas avoir vécu. Et donc là, c'était le cas inverse, où en fait, je me faisais zéro place pour ma vie professionnelle, et donc je repoussais tout le temps mes deadlines, et là, c'était un puits sans fin de mes idées, du coup, ne voyaient jamais le jour, et rebelote, je devais refaire mon organisation parce que je remettais tout en question au pourquoi je n'arrivais pas à avancer. Je me trouvais 1000 excuses, alors que la vraie réponse, c'est juste que je me laissais pas le temps d'avancer, je me laissais pas la place, parce que je ne priorisais pas ce travail-là. Maintenant, bah voilà, je suis dans l'extrême opposé où je dis non à beaucoup trop de sorties parce que je me dis, il faut que j'ai des résultats. Et en fait, j'ai plus la tête à sortir parce que tout mon espace mental est pris par ça. La relation à soi-même dans toute cette aventure est super compliquée. Bon, outre le fait que tu doutes de tout, parce que je pense que vous l'avez compris, je me dis, purée, mais en fait, n'importe qui peut voir cette vidéo. Peut-être qu'on pourra retrouver où j'habite. Tu repenses à tes anciens rêves, mais est-ce que j'irai pas travailler en entreprise, etc. En plus, tu te sens très seule, très isolée, parce que à moins que tu aies des personnes dans ton entourage qui fassent ce que tu fais, c'est quand même difficile à comprendre pour la plupart des gens. Je pense que la plupart des gens ne voient pas tout le travail derrière, ont du mal à réaliser tout le temps que ça prend rien que de faire un TikTok. Ou alors ne sont pas familiers aussi avec les plateformes, les logiciels, avec cet univers-là. Donc expliquer à des gens ce que tu fais, c'est pas toujours facile. Les problèmes que tu peux rencontrer, t'es un peu seul face à eux parce que t'as peut-être des gens avec qui parler, mais est-ce que t'as des personnes qui te comprennent réellement? Tu peux rejoindre, je sais qu'il y a des masterminds, groupes d'entrepreneurs, etc. Je peux t'en mettre un dans la description qui, je sais, est vraiment pas mal. Sinon, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'avec une copine, du coup, créatrice de contenu aussi, on s'appelle tous les 15 jours pour discuter de là où on est, de ce qui s'est passé. Et ça fait un bien fou au moral de se sentir soutenu, et aussi d'avoir cette possibilité de faire des points tous les 15 jours. En fait, le fait de parler à quelqu'un, le fait d'expliquer à quelqu'un, tu vois aussi toi-même le chemin parcouru. Et ça, c'est super important. Quand on est seul, très vite, on n'a pas de feedback. Ou alors on se braque et on n'est pas ouvert au feedback. Peut-être qu'on pense qu'on sait tout, qu'on est capable de tout. C'est difficile d'accepter que tu ne sais pas. Le fait de ne pas avoir de pression au-dessus de soi et de ne pas avoir de compte à rendre à un boss, tu peux te voiler la face. Par exemple, si tu n'as pas de résultat, en fait, je sais pas, tu vas trouver 1000 excuses. Alors que peut-être que la réalité, c'est juste que 1, tu ne produis pas assez. 2, peut-être que tu as des points à améliorer, le son, la lumière, le montage, le script, le storytelling. 3, si certains réussissent très vite, c'est pas pour rien, c'est pas une question de chance. C'est peut-être que eux ont analysé des choses, ils ont très vite intégré les codes. Moi, la chose sur laquelle je me voilais un peu la face, c'est que je ne pouvais pas avoir de produit avant 6 mois, 1 an. Mais ça, c'est une bêtise. Par exemple, je voyais une fille qui a lancé un compte Instagram, je crois que c'est The Cozy Hustle. Dès sa première vidéo, elle vend un produit. Il y a zéro mal à, dès le début, avoir un produit. Et quand j'ai eu cette réalisation, pareil, je me suis dit, est-ce que j'ouvre un autre compte Instagram du coup, que focus sur ça, par exemple sur les produits digitaux ou quoi, ou qu'est-ce, enfin n'importe quoi. Et c'est là où tu te dis, tu repasses 1000 ans à te poser des questions, si tu ouvres encore une autre page, mais comment est-ce que tu fais, comment est-ce que tu gères ton temps, mais comment...
Bref, tout ça pour dire que c'est très facile de se trouver des excuses. Mais comme dirait Amélie Nothomb, il n'y a aucune circonstance qui autorise la dérogation. Ensuite, j'ai 2 derniers types de difficultés qui se rejoignent un peu. Déjà, il y a la partie technique. Le temps que tu passes au début à rien qu'à trouver les logiciels sur lesquels tu es à l'aise, setup tes comptes. En fait, c'est tellement décourageant au début parce que au début, tu es face à une montagne de trucs à faire. C'est aussi ça qui me faisait perdre énormément de temps sur mon organisation, sur mes plans. Et c'est aussi ça qui faisait que j'étais autant déçue de moi. J'avais passé, je crois, 4 heures sur un short parce que j'avais passé 3 heures à faire les captions par caption, donc les sous-titres, à les animer et à choisir mes polices d'écriture. Après, j'en ai fait des presets donc pour sauvegarder ce travail de texte que j'avais fait pour réutiliser à chaque fois. Sauf que ça me plaisait plus, donc j'ai refait ce travail plein de fois. Et en fait, c'est perdre ce temps qui fait aussi que tu apprends à gagner du temps. Faut bien se dire que tout ça, c'est, je sais pas si ça se dit, mais c'est des efforts composés, comme des intérêts composés. Ça veut dire que à partir du moment où tu passes du temps à quelque chose et que in fine ça te plaît tellement que c'est quelque chose que tu veux garder, bah ça fera partie de ton identité et ça fera aussi partie des choses instinctives qui vont se mettre en place, des réflexes que tu vas avoir. Aujourd'hui, je sais directement quelle typographie je fais, je sais exactement sur quelle plateforme je monte mes vidéos. J'ai trouvé une plateforme qui s'appelle Metricool où je programme et je gagne mais des heures et des heures. En fait, il faut bien comprendre qu'il y a des choses qui te prennent du temps à apprendre niveau technique, mais une fois que c'est acquis, tu vas avoir beaucoup plus de marge de manœuvre. Tu vois, quand tu es en voiture, quand tu as ton permis A, bah, tu passes beaucoup de temps à réfléchir à la mécanique, à galérer. Et au fur et à mesure, la technique devient un réflexe, tu n'y penses plus. Et là, tu peux changer de voie, tu peux faire des voyages. Bah là, je pense que c'est un peu pareil quand tu débutes en création de contenu. Au début, on galère énormément parce qu'il y a toute la partie technique qui nous assomme. Une fois que tu intègres tout ça, une fois que tu as bien compris comment telle chose fonctionnait, ça devient des réflexes et tu as beaucoup plus de loisirs et de temps à penser ensuite au chemin que tu prends. Et tu vas le faire de manière sécurisée parce que tu auras la maîtrise de ton véhicule. Alors que si tu entreprends un voyage énorme alors que tu ne maîtrises pas la mécanique, tu risques l'accident. Et donc, une fois que tu as un peu surpassé cette partie technique, que tu sais qui tu es, que tu vas un peu au-dessus de tes doutes, etc., et bien là, il y a une autre réalité, une autre difficulté qui est qu'il faut avoir de la visibilité. Si tu n'as pas de visibilité, tout le temps que tu as mis dans tout ce que tu as fait, ça ne sert à rien. La réalité, c'est que pour avoir de la visibilité, faut avoir un bon storytelling, faut avoir un bon thumbnail et un bon titre parce que sinon, même si tu as passé 45 heures sur une vidéo, si personne ne clique, bah tu n'auras pas de vue, hein. Peu importe la qualité, peu importe ce que tu as à dire, peu importe la pertinence du propos que tu avances, si personne ne clique, si personne ne regarde, ça sert à rien. C'est hyper cruel, mais c'est comme ça. Et la manière d'avoir de la visibilité est aussi assez différente sur chaque plateforme. Et c'est bien là où le fond ne suffit pas. Même face aux échecs, parce que bah, ils sont inévitables, tu dois être persistant et être régulier si tu veux de la visibilité. Être cohérent, comme ce que je disais. Est-ce que tu troques pas aussi ce que tu as vraiment envie de faire pour la cohérence? Enfin, il faut trouver un juste milieu. Et il faut avoir une vraie identité qui fait que une fois que les gens ont regardé, eh ben, ils aient envie de te suivre. Tu peux faire une vidéo qualitative, mais si t'as pas ce petit truc en plus, si t'as pas, je sais pas, un univers cohérent, des couleurs, de tout ce que tu veux, etc., bah au bout d'un moment, la communauté, elle ne se crée pas non plus, quoi. On peut choisir d'être à contre-courant des règles pour réussir, des règles pour avoir de la visibilité, mais quelle est la garantie que ça marche? Il y a une youtubeuse qui s'appelle, je crois que c'est Life of Frieza. Elle a créé son univers, elle a vraiment amené une patte cinématographique à YouTube. Et pendant très longtemps, elle a fait des vidéos super qualitatives qui n'étaient pas vraiment vues. Et après avoir persisté pendant des années, d'un coup, elle a eu un boom sur une vidéo. Enfin, en fait, elle a eu un boom sur sa chaîne de manière générale. Et maintenant, c'est une référence dans le monde de YouTube. Mais je pense que ça reste un cas isolé. Te dire que
c'est pas grave, tu sors une vidéo par an, mais c'est un truc de malade et que tu vas faire une production énorme, bah des fois ça peut être un peu une bêtise. T'es un peu perché dans ton délire sans te rendre compte que personne ne va regarder en fait. Si personne adhère à ton délire, c'est foutu. Des fois, il y a des concepts qui sont très novateurs et qui sont très intéressants, mais le marché n'est pas prêt à les accueillir. Tu vas avoir des early adopters, c'est-à-dire des gens qui vont adhérer à ton idée très tôt, mais parce que c'est la personnalité aussi de ces personnes-là. Tu ne vas pas pouvoir atteindre le marché global avant des dizaines d'années, voire jamais, parce que c'est juste pas en phase avec les attentes du marché. Des fois, on peut vite être trompé par le fait qu'il y a une petite réponse, un petit engouement, et on va se dire que du coup, on est sur la bonne voie, la bonne lancée, mais en réalité, bah, ça plafonne. Ou alors peut-être que tu auras une de ces 1000 idées un peu originales qui vont marcher, mais c'est tout. Et ce sera l'exception qui confirmera la règle. Bref, j'ai envie de finir en vous donnant des conseils. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que les réponses à tous les questionnements qu'on peut avoir, on les trouve en chemin. On les trouve en faisant, on les trouve en doutant, on les trouve en marchant, en regardant un film, en parlant à une amie. En fait, on les trouve avec le temps. Faut pas être trop dur avec soi-même, faut pas vouloir la perfection tout de suite. Il faut lâcher prise et il faut accepter que les réponses vont venir en chemin. J'ai envie, en fait, j'ai envie d'en faire une affiche et de la mettre dans ma chambre parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à intégrer. L'indulgence avec soi et le fait d'avoir confiance en l'avenir, d'avoir la confiance en sa capacité à grandir. Parce que le progrès, je trouve, c'est assez intangible comme notion. On progresse tous les jours, mais on ne ressent pas forcément directement ce qui va nous faire progresser. Moi, ce que je fais, c'est que tous les mois, je fais un bilan assez concis de tout ce que j'ai réalisé pendant le mois. Et franchement, ça fait du bien. Même les mois où j'ai l'impression d'avoir pas fait grand chose, j'ai souvent fait beaucoup plus. Aussi, ça te permet de manière réaliste de voir ce dont tu es capable en un mois et de partir de là pour te fixer les objectifs du mois prochain. Tu as une base en fait. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit ma vision, ma mission et des projets potentiels que j'ai envie de faire. D'ailleurs, c'est là. J'ai même imprimé parce que plusieurs fois, bah, j'ai eu des doutes et tout. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je fais ci, ça, ça? J'avais carrément oublié que j'avais déjà fait tout ce travail de mission, vision. Du coup, maintenant, c'est là. Maintenant, c'est clair. C'est ici. Donc, je le mets face à mon bureau. En fait, c'est sain de douter parce que du coup, tu remets en question certaines choses, tu te perfectionnes. Mais je pense que c'est hyper important, encore une fois, d'avoir un espèce de cadre qui fait que tu continues dans une direction. Le danger, c'est de tout le temps changer de direction et donc là, forcément, plus personne ne va rien comprendre et tous tes efforts, ils servent à rien. C'est ok d'essayer des nouveaux formats, c'est ok d'essayer, de vouloir parler de choses différentes, etc. Mais c'est hyper important d'avoir une cohérence et la cohérence, tu peux aussi l'avoir en gardant en tête la vision de pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais. Par exemple, moi, en mission, j'ai mis, moi je l'ai écrit en anglais, mais en gros j'ai dit c'est donner de la force et aider les personnes, surtout les femmes, à sortir de leurs croyances limitantes et se mettre à l'action. C'est drôle parce que du coup c'est très développement personnel, c'est pas très artiste. Et j'ai mis aussi ma motivation. Ce qui me rend heureuse est d'apprendre, partager, inspirer, me sentir utile et grandir en faisant. Dans mes buts, j'ai mis des projets que je me vois réaliser soit cette année, soit dans 5 ans, 10 ans, qui viennent nourrir ma mission, ma vision, qui me donnent un sens en fait. Par exemple, comme projet que j'aimerais faire, c'est une retraite créative où pendant un week-end, on part à 10, 15, il y aurait des cours de méditation, de danse, des ateliers art-thérapie pour décoincer des choses, des groupes de discussion. J'ai vraiment envie de faire ça. J'ai envie d'écrire des livres, j'ai envie de vendre mes designs, j'aimerais organiser un photoshoot, enfin voilà, des projets très concrets, même si c'est pas aujourd'hui qu'ils auront lieu, ça permet de mettre un sens en fait derrière tout ce qu'on fait. Pourquoi est-ce qu'on se bat en fait tous les jours? Ensuite, hyper important de comprendre comment tu fonctionnes, en fait pas juste subir, mais vraiment prendre des leçons
Pourquoi est-ce que ça s'est pas passé comme tu veux? Pourquoi est-ce que tu as pas réussi à finir ta vidéo? Est-ce que c'est que tu as eu la flemme? Est-ce que tu avais vraiment pas d'énergie? Est-ce que tu as mal planifié? Est-ce que tu aurais dû prendre plus d'avance? Enfin voilà. Apprends ton fonctionnement. Par exemple, moi, j'arrive jamais à finir mes to-do. Je me suis trop accoutumée à ça. En fait, le fait de pas finir mes tâches, ça faisait que j'avais l'impression de plus avoir de pression du tout. Je m'en fichais en fait de plus finir mes journées parce que c'était comme ça tous les jours. Je me suis dit, nouveau fonctionnement, j'ai 4 tâches par jour non négociables qui me permettront de respecter mon planning édito. Donc mon planning édito, je l'ai imprimé aussi. C'est ma base. Un podcast par semaine, une vidéo YouTube par semaine. J'ai là écrit des tâches non négociables que je suis censée faire tous les jours. C'est un peu la loi du 80-20. En fait, je fais des tâches à haute valeur ajoutée. Et puis les jours où je suis fatiguée, du coup, je termine plus tôt. Et j'ai quand même la satisfaction d'avoir terminé ma journée et je suis fière de moi. C'est super important de cultiver la fierté de soi. Surtout quand on travaille à son compte, quand on est seul. Super important. Du coup, cette organisation me permet de prioriser les tâches qui m'apporteront le plus de valeur par rapport à mes objectifs, tout en laissant place à la spontanéité de faire, vous savez, ces petites tâches que tu as vraiment envie de faire, mais qui foncièrement t'apportent pas non plus énormément en termes de résultats. Mais ça, c'est vraiment une question de fonctionnement, d'organisation personnelle. Ça a l'air de fonctionner pour moi, peut-être que dans 2 mois ce sera plus le cas, peut-être que dans 1 semaine ce sera plus le cas. C'est test and learn, hein. On est comme une machine, voilà, il faut se nourrir, il faut tester et itérer. Et faut pas oublier qu'on change constamment, donc des choses qui marchaient hier, malheureusement ou heureusement, ne fonctionneront plus demain. Et c'est comme ça, faut toujours être dans le fait d'avancer, de progresser et de s'adapter. Sinon, j'utilise d'autres outils. Par exemple, j'utilise Clockify, une application sur le web qui me permet de traquer le temps que je passe à des tâches en fait. Et ça a été assez important pour moi. Je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup se disperser. Je dois faire un truc, je sais pas pourquoi je me retrouve sur Insta. Je pense que j'ai des problèmes de concentration assez grands, c'est-à-dire que des fois je passais des journées où j'étais, je sais pas, 10-11 heures devant mon PC, avoir l'impression d'avoir fait que travailler. Je ne suis pas allée marcher, je ne suis pas allée faire de sport, je suis allée voir personne, etc. J'ai pas lu, j'ai pas regardé de film. J'étais devant mon PC, mais en fait, en temps réel de travail, c'était, je sais pas, à 5 heures, 6 heures. Et donc, le fait de traquer ça, de chronométrer le temps que je passais à chaque tâche m'a permis de comprendre aussi mieux mon fonctionnement. Sur certaines plages horaires, je voyais que plusieurs fois je faisais des pauses et des breaks à ces moments-là. En fait, j'itère, je me rends compte que c'est des moments où peut-être que c'est mieux que j'assume à fond le fait que je fasse une pause, que je me régénère, que je reprenne de l'énergie et des forces, et c'est comme ça et c'est normal. À chaque problème, il y a une solution. Si vraiment t'es pas du matin, mais dans ce cas-là, travaille le soir. Il y a toujours des solutions. Et voilà, en termes d'organisation, j'utilise Google Calendar, j'utilise un Notion. Mon Notion, c'est un bordel. Je vais mettre une vidéo à ceux qui regardent sur YouTube parce que en fait je pense qu'il ferait peur à n'importe qui, mais je l'ai vraiment pensé en fonction de moi, c'est-à-dire que de base il était très simple et au fur et à mesure je l'ai adapté à mes besoins, à ce que j'avais besoin de voir en un coup d'œil, à mon fonctionnement tout simplement. À partir du moment où tu sais comment tu fonctionnes, tu peux trouver les outils qui te permettront de t'améliorer et de progresser sur tous les pans de ta vie en même temps. En vrai, l'entrepreneuriat de manière générale, c'est une aventure qui est folle parce qu'en fait, tu progresses constamment sur plein de choses différentes. J'ai eu beaucoup de mal avant à me mettre face à la caméra, à commencer à filmer, à être à l'aise, et donc j'ai commencé ce truc de faire un petit rituel avant de filmer, donc je me mets du blush. C'est un peu débile quoi, c'est un truc comme ça, mais qui vraiment me met dans ce rôle. C'est comme si je me disais, ok, maintenant l'anxiété n'existe plus, le stress n'existe plus, je suis moi-même. Je suis la version qui a confiance en elle, aucun souci. Donc voilà, le fait de créer cette routine me met dans les meilleures conditions possibles pour surmonter une difficulté que j'avais. Et en fait, la routine, le fait d'avoir une structure va t'aider à atteindre tes objectifs partout. Une erreur que moi je faisais avant, c'était de me dire
un objectif après l'autre. Et c'est comme si je m'autorisais pas à avancer sur d'autres aspects de ma vie tant qu'il n'y avait pas un aspect qui était parfait. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Il y a des journées où le temps paraît infini. Et c'est là où tu te rends compte aussi de tout ce que tu peux faire en un jour. C'est pour ça que c'est important de laisser la place à plusieurs choses en une seule journée, de laisser la place à l'apprentissage, la lecture, etc., le sport, pour progresser sur tout ça en même temps. Et ça permet aussi d'être plus endurant, d'être plus motivé, d'être en fait plus heureux. Surtout quand on est dans un métier créatif, il faut du temps pour nourrir sa créativité. Il faut du temps pour s'aérer l'esprit, c'est super important. Peut-être que c'est un moment à planifier dans le calendrier. La pause, maintenant, je la prends de midi à 14h. C'est pas juste je vais sur TikTok, je vais apprendre des choses ou alors je vais aller marcher. C'est bien peut-être de sortir de temps en temps, d'avoir des discussions avec des personnes qui ne réfléchissent pas comme toi et qui ne sont pas comme toi parce que ça t'ouvre ton champ de vision en fait. Voilà, tu peux changer de paradigme, tu peux avoir des déclics comme ça. Et puis surtout, super important, d'être dans une position où tu continues à apprendre, une position où tu es prêt à apprendre et à accueillir le conseil. Toujours progresser. Pour moi, ce qui a vraiment changé les choses et ma courbe d'apprentissage, c'est adopter un regard analytique. Je vais dire se mettre en mode éponge. Vraiment, tu te transformes en éponge et t'absorbes tout. Maintenant, quand je regarde du contenu, je me dis pourquoi cette vidéo a marché. Pourquoi il a commencé son TikTok, sa vidéo comme ça? Pourquoi ce thumbnail est comme ça? Pourquoi le titre est celui-là? Ou alors, je vais beaucoup plus faire attention à comment les gens s'expriment. Par exemple, Chloé Bloom, quand j'écoute ses podcasts, j'écoute plus vraiment le fond, j'écoute la forme. Je pense que pour progresser, il faut d'abord conscientiser le fait qu'on a du progrès à faire et prendre conscience de là où les gens sont meilleurs que nous. Il faut mettre son ego de côté. En fait, un créateur de contenu qui va faire un format qui marche, tant mieux pour lui. S'il n'apporte jamais rien de nouveau, au bout d'un moment, les gens se lassent. Même d'un point de vue personnel, se sentir grandir dans son activité pour l'épanouissement, pour avoir une vraie plus-value envers toi-même, envers les autres. C'est quelque chose que je savais, pourtant je ne l'ai pas fait pendant très longtemps. J'avais comme une barrière mentale où je me disais bah super, mais en fait si je me mets 3 heures d'apprentissage par jour, je vais pas avancer. Moi j'ai commencé à prendre conscience que l'apprentissage était super important quand j'étais en train de regarder YouTube et en fait j'ai été passionnée par les vidéos de designers et à ce moment-là moi j'étais vraiment en dev perso, hein. Le fait d'avoir commencé à vouloir apprendre en fait, je me suis rendu compte que la plateforme que j'ai choisie n'était peut-être pas la bonne et que YouTube me correspondait plus. J'ai appris des choses techniquement, certes, qui était le but premier de ma démarche. J'ai nourri cette réflexion que l'art, être une artiste, c'est un rêve que je n'ai pas nourri parce que je me sentais pas capable, parce que je suis autodidacte, parce que j'ai pas fait d'école d'art. Pourtant, bah, ça a toujours été là. Et juste, j'avais pas, entre guillemets, le courage d'incarner cette personne parce que je me sentais pas légitime. Mais du coup, j'en viens à un autre conseil. On va dire de manière un peu bateau, fais un vision board. Visualise qui tu as envie d'être, qui tu as envie de devenir dans 5 ans, 10 ans. Comment est-ce que tu veux être perçu, comment est-ce que tu veux être décrit. Et à partir de ça, incarne déjà la personne que tu as envie d'être. Dès aujourd'hui, mets-toi dans la peau de cette personne. Ça peut paraître simple comme conseil, mais ça change tout. Des fois, on se comporte d'une certaine manière, etc. On ne sait pas pourquoi, par réflexe, par un. Mais à partir du moment où tu te dis non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Je suis quelqu'un qui est super à l'aise devant la caméra. Bah ça change tout. Si demain, je sais pas, j'allais à un casting de film alors que je n'ai jamais fait de casting, si j'y vais dans cette position-là et que je me fais aucun travail mental, bah, je vais sûrement rater le casting. Alors que si pendant 3 jours avant, je me dis t'es une super actrice, je me mets dans la peau de celle qui a joué dans plein de films, je crois à fond dans mon délire en fait, je crois en moi, je crois au fait que je suis déjà cette personne, ça va tout changer. Je dis pas je vais avoir le film, mais peut-être que je vais réussir entre guillemets l'audition. C'est super important avant tout de se mettre dans les bonnes conditions mentales et de croire en soi. Et du coup, se mettre à croire en soi, se mettre dans la peau de la personne idéale qu'on veut incarner, etc., ça ne veut pas dire viser la perfection. Pour le dire autrement, il faut accepter l'imperfection. Par exemple,
Moi, j'ai passé des heures et des heures et des heures à travailler mon feed Instagram. Sauf que ce qui se passe, mes idées de vidéos, changent en dernière minute. Ou en fait, je me dis, j'ai pas le temps de faire ça, donc je vais faire ci. C'est-à-dire que j'ai passé du temps sur la forme avant de faire le fond. Et du coup, j'ai pas eu le temps de faire le fond, et donc j'ai dû trouver une solution d'urgence, ce qui est bête. C'est du temps perdu. Si j'ai fait ça, c'est par désir de perfection, par désir d'avoir une belle vitrine. Mais en fait, il faut accepter que c'est étape par étape par étape. Le premier défi que je dois réussir à surmonter, c'est avoir une organisation qui fonctionne et arriver à tenir un planning éditorial. Avoir un beau feed, en fait, c'est un objectif qui va venir après. Il faut choisir ses combats et il faut être assez conscient de sa situation et de là où on en est dans sa marge de progression. Voilà, à partir du moment où j'arriverai à suivre un planning éditorial, je pourrais par exemple réfléchir à faire des projets plus ambitieux, à perfectionner les détails. Mais tout ça, on va dire, c'est de la décoration. S'il n'y a pas le gâteau, il n'y a pas le gâteau. Il faut être indulgent avec soi-même, mais pas trop non plus. J'ai l'impression qu'il y a les deux extrêmes. Il y a ceux qui sont là à dire fais-toi du mal, nan 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 nan. Il y en a qui sont là à dire prends soin de toi, slow life. Moi, je pense qu'il faut les deux. Il faut nourrir un amour de soi, il faut être indulgent, il faut célébrer ses victoires, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas reconnaître là où on a fait des erreurs, là où on ne sait pas bouger les fesses. Il faut être quand même assez critique envers soi-même. Si on a passé une journée dans le lit alors qu'on devait taffer, on le reconnaît, on prend ses responsabilités et on se bouge les fesses. Voilà, voilà, je crois que c'est tout. Alors je te propose en commentaire de mettre la date d'aujourd'hui, de dire où tu en es et quel est ton objectif par rapport à la création de contenu, par rapport à tes rêves, de mettre cette vidéo de côté. Et peut-être que dans 6 mois, 1 an, tu pourras revenir et voir à quel point tu as progressé. Si tu as d'autres conseils, s'il te plaît, donne-les-moi et donne-les-nous pour qu'on puisse tous se soutenir et vraiment être cet endroit, ce lieu où on peut avoir du soutien qu'on n'a pas autrement. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo, ce podcast, et je te dis normalement à la semaine prochaine si je me tiens à mon planning édito. Bisous, salut!